Salut à tous, bienvenue pour cet épisode 5 sur Football Manager avec l'équipe de Parme. Donc ma petite aventure parmesane que j'ai démarré donc 2 ans au préalable. On est à l'été, on est en fin d'été 2025 et on a démarré mais de très très peu la saison. On a surtout eu à l'épisode précédent pas mal de choses à gérer en termes d'effectifs, que ce soit des prolongations de contrats pour par exemple notre serial buteur Semedo, ou bien d'autres joueurs. À peu près tout le monde a eu son contrat revu à la hausse, ça va sans dire. Et puis après, en fin d'été, de l'argent s'est débloqué qui m'a permis d'aller chercher un nouveau gardien, Elia Caprile, également le latéral serbe Nedeljkovic et le latéral italien Bartesaghi, un à droite, un à gauche, puisqu'on a réussi en fait à vendre. C'était pas prévu, mais dégager beaucoup d'argent de la vente de notre ancien gardien, le bulgare Naumov. Voilà, donc c'était plutôt une opération lucrative pour nous. On avait recruté sans contrat Naumov et on prend 25 millions en cash dessus. Ensuite, moi, comme je vous le disais, après une grosse série de matchs amicaux, on a eu quelques matchs déjà à jouer. On voit que financièrement, ça va très bien. Ça, c'est ma principale satisfaction. C'est d'avoir réussi à la fois à tenir en équilibre le budget salarial, mais également les finances globales. Et je, je vais faire un dernier transfert, mais pas pour cette année. Je vais m'intéresser à la signature d'un joueur que j'ai repéré depuis beaucoup de temps, qu'on m'annonce comme assez énorme, qui s'appelle Matija Popovic. C'est un Serbe, il est avant-centre. Il a un. Quand on le compare à notre actuel Semedo, justement, on peut s'apercevoir qu'il y a quelques différences. Voilà, un joueur qui voit mieux le jeu, qui est peut-être un peu plus technique, un peu moins rapide, mais donc avec quand même un profil de grand avant-centre de grande taille. Et je me dis que à l'été 2026, l'apport de ce joueur peut être pas mal, surtout que le prix était vraiment très intéressant. La satisfaction est toujours très bonne de la part des dirigeants ou bien même de la part des supporters. La dynamique de groupe évolue chaque mois un petit peu, où on s'aperçoit que voilà, par exemple les leaders actuels sont Circati et le milieu défensif croate Juric. Et j'ai passé on va dire la deadline des transferts du mois d'août assez tranquillement. On n'a pas beaucoup bougé, presque pas, à part Popovic. Vous voyez, on a la 11e masse salariale de la Serie A. Il y a 3 équipes qui sont largement démarquées des autres. Et au niveau des transferts, on reste quand même l'équipe qui a le plus dépensé. Mais bon, on a aussi pas mal reçu. Moment délicat, toujours là, début septembre, avant la trêve internationale, euh, qui est l'inscription des joueurs pour la phase de Coupe d'Europe suivante, en l'occurrence ici la Ligue des Champions. Alors là, c'est délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conneries à faire. On peut arriver à mécontenter des gens, et alors il faut essayer de jouer. Vous voyez que par exemple, je ne coche pas Verbancic alors que c'est mon joueur de base. Et c'est parce qu'en fait, il est automatiquement inscrit sans même le cocher. Il est U21, et puis c'est pareil pour d'autres. Et donc, l'objectif, c'est de fabriquer le moins de mécontents possible. En l'occurrence, seul Partipillo et Tutino ne seront entre guillemets pas inscrits, donc eux ne pourront pas jouer en Ligue des Champions. Oh bon, Chizola aussi, mais voilà, donc ça va bien se passer heureusement, et ils ne vont même pas râler. Ouf. Pour la saison suivante, ce sera plus facile parce que il y aura au moins 3 ou 4 joueurs qui vont apparaître désormais à partir de l'été 2026 comme formés au club. Donc ce ne sera pas la même chose. La trêve internationale est donc passée. On n'a pas eu de blessés notoires et je fais un choix d'entrée de reprise de Serie A là, qui va pas s'avérer être un très bon choix. Regardez, j'ai fait tourner quasiment intégralement mon équipe, on va dire à Etcheverry près. Le reste, c'est quand même plus les remplaçants que les titulaires. Et pour la réception de Frosinone. Donc moi je me dis, ça va.
Frosinone, il n'y a pas besoin d'aligner même Semedo, ni Verbancic, etc. Et en fait, bah, bien mal m'en a pris parce que ça va être un match cadenassé dans lequel on va rien se provoquer comme occasion. À la limite, la meilleure occasion du match, elle est pour eux, hein. C'est un penalty raté, ou plutôt un penalty arrêté par ce jeune espoir prometteur que peut être Martinelli. Donc bah, ça par contre c'est plutôt un bon truc, mais voilà, un match insipide. On a essayé tout de même à un moment donné faire tourner et faire rentrer quelques joueurs, mais rien n'y a fait. On n'a pas réussi à faire sauter le verrou. C'était la première titularisation pour Remorini, le petit jeune. Et eh bien, il n'a pas réussi à trouver l'ouverture. C'est pas grave. Ouais, ça c'est le penalty arrêté par Martinelli, vachement bien arrêté. Et donc voilà, bah, homme du match, notre gardien de but. On fait 0-0. C'était un petit coup d'arrêt. C'était pas forcément une super idée. Mais évidemment, pourquoi j'ai fait tourner? C'est parce que déjà, certains joueurs rentrent de trêve internationale fatigués. Et puis en plus, derrière, 3 jours plus tard, il y a un match à Nice pour le début de la Ligue des Champions. Donc, ben, j'avais pas envie d'avoir la moindre fatigue pour ce match de Nice. Et d'ailleurs, on va regarder tout de suite si ça a payé de faire cette rotation de l'effectif, donc avoir perdu 2 points en Serie A. Est-ce que ce sera pour en gagner? Alors là, par contre, on va vraiment aligner l'équipe type. Donc là, pas de blague. On est sur bah voilà, le mieux de ce que je peux aligner. Peut-être, à part si on considère que Faticanti en milieu défensif, c'est plus précieux que Redondo en box-to-box, avec un cran au-dessus. Voilà, c'est la seule possibilité de variation si on veut aligner la meilleure équipe possible. Eh bien, là encore, sur ce match, on va être dans une situation un petit peu bloquée, hein, où la première mi-temps va passer très vite sans que grand-chose ne se soit produit. Ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est qu'on aura là encore arrêté un penalty. Donc cette fois-ci, c'est pas Martinelli qui l'a arrêté, mais notre gardien titulaire. Allez, hop là, Caprile. C'est bien lu de sa part, il est parti du bon côté. Après, on va procéder à quelques changements pour essayer de dynamiser tout ça. Mais rien n'y fera en vérité. Et on va tout naturellement rouler vers un nouveau match nul. Un nouveau 0-0, deuxième 0-0 d'affilée. Alors encore une fois, le gardien est très bon et a une bonne note. Par contre, pour le reste, on n'a pas été très inspiré. Vous avez vu, j'ai fait terminer le Croate Verbancic en poste de milieu offensif pour faire rentrer Esteves, pour faire rentrer les uns et les autres, ou Juric, je sais plus exactement, mais bon, bah, rien n'y a fait. On avait changé pourtant les latéraux. Ça, c'est quelque chose que par le passé, j'appréciais de faire. C'était changer les latéraux à la 60e minute. Je trouvais que ça apportait une vraie plus-value sur Football Manager. Parce que si on change les latéraux et 2 ou 3 milieux de terrain, ben, tout de suite, quand même, on peut avoir une certaine supériorité, je dirais, dans les dernières minutes du match, qui peut beaucoup nous rapporter. Tiens, le choc du lendemain, avait la défaite de PSG du côté de Manchester City. Et puis quelques jours plus tard, allez, on a un déplacement à Como. Donc là, ben, j'ai appris de mes erreurs de la réception de Frosinone. Donc maintenant, on va pas faire tourner de manière exagérée, on va même aligner une équipe très performante. En fait, je vais juste faire tourner les latéraux là dans les semaines qui viennent pour essayer de profiter de tout le monde. Alors, une petite subtilité, c'est que Nedeljkovic et comment s'appelle-t-il, ce charmant arrière-gauche, Barthézaghi, voilà. Eux aiment bien être défenseurs latéral, là où les deux autres, Missori et Borza, préfèrent être latéral offensif complet. Donc avec ce petit ajustement de rôle, on arrive à optimiser la performance.
mi-temps 0-0. Ça fait donc 2 matchs et demi d'affilée qu'on a marqué aucun but et qu'on en a encaissé aucun. Mais heureusement, vous allez voir, ça va se décanter en deuxième période. On atteint voilà, la 60e environ. On va procéder à quelques changements. Donc les voici. Entrée de Tutino, entrée de Partipilo. Faut le faire jouer un peu, sinon ça sert à rien de les garder, hein, les vétérans là. Entrée de Sa, évidemment, le petit portugais. Remontée au milieu pour Redondo, positionné un petit peu plus haut, on le sait, que Faticanti. Et l'impact va être assez immédiat, puisque vous allez avoir quasiment sur une des premières actions qui va suivre, ici une tête de Tutino suite à un centre de Nedeljkovic. On ne peut pas dire que ce soit le but de l'année. Celui-là est beaucoup plus joli. Regardez la passe en profondeur ici de Partipilo pour Gustavo Sa. Elle est parfaite. Encore une fois, le super sub Gustavo Sa a marqué de sa patte ce match-là. Et c'est Semedo qui vient récupérer un petit but à la fin pour une victoire construite vraiment dans la dernière demi-heure. 3-0 avec des bonnes notes pour tout le monde. Ça augmente le moral. On prend les 3 points. Bref, c'est tout bénef ici. Et on se relance surtout, hein, parce que il fallait pas commencer à végéter avec des matchs nuls en cascade. On voit que la Fiorentina a une légère différence de but meilleure que nous. Elle réalise un très bon début de saison. Ça tombe bien, on va la croiser dans pas très longtemps. Et pas en Serie A, hein, on va la croiser en Ligue des Champions. On notera aussi que la Roma vit une très très mauvaise période, début de saison plus que compliqué. Et le prochain match, quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, c'est-à-dire qu'on a eu un peu de repos quand même, nous oppose à Palermo. Donc voilà, club que j'aime bien, forcément, il y a de l'affectif du côté de Palermo. Et on va les recevoir dignement pour essayer encore une fois, prendre des points, marquer des buts, donner confiance à tout le monde. Rotation sur les arrières latéraux, rotation même sur la défense centrale. En revanche, voilà, on a laissé quand même quelques pièces essentielles du système, que ce soit les 2 ailiers ou le meneur de jeu, Vermancic, ou bien le buteur. Voilà, donc j'ai un peu moins fait tourner, j'ai compris qu'il fallait pas forcément le faire de la manière dont je l'avais faite, qui était assez brutale. Et là, ça va démarrer très très fort. D'entrée de jeu, but de Gustavo Sa sur une belle ouverture du latéral gauche. Borza. Très peu de temps plus tard, un but assez étrange. On ne sait pas si c'est un tir de Vermancic, ou en tout cas, bref, il y a une tête de Prestiani, l'ailier droit. Hop là, ensuite, un but un peu bizarre. Il y avait faute sur Prestiani, semble-t-il, et puis Vivaldo qui récupère. Ensuite, c'est Redondo qui va de sa petite frappe au niveau du point de pénalty. N'en jetez plus, 4-0 à la mi-temps. Donc on peut dire qu'on a bien respecté Palerme, hein, puisqu'on les a traités avec beaucoup de sérieux. En deuxième mi-temps, ce sera un penalty de Tutino, puis un coup franc de Nahuel Estevez qui viendront corser l'addition. 6-0. Bah écoutez, c'est un des premiers, je crois que c'est le premier carton que je mets depuis quasiment le début de partie en fait. J'ai jamais mis ce score-là à personne. Et je suis assez content parce que ça veut dire qu'on commence à jouer de mieux en mieux ensemble. Et que cette équipe vraiment fonctionne. Voilà, très bon début de saison. On est en tête de la Serie A. C'est ce qu'il faut. Parce qu'on a forcément un peu d'appétit, hein, avec la manière dont s'est passée la saison précédente. Il y a pas mal d'appétit. Déplacement à la Fiorentina, j'en parlais à l'instant, dans la foulée. Alors ça c'est très important comme déplacement. Parce que, alors qu'on voit les derniers résultats de la journée de championnat, qui s'est déroulée sur 2 jours, bien sûr, samedi, dimanche, comme très souvent. Nous, on joue le mardi. Ça sera la 2e fois d'affilée qu'on joue le mardi. Et donc, pourquoi ? Parce que Fiorentina, c'est déjà compliqué. C'est une équipe qui est très, très en forme. Et en plus, un 2e déplacement d'affilée en phase de groupe de Ligue des Champions. Il ne faut pas revenir avec une défaite, hein. Le match nul, à la limite, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas.
mais certainement pas perdre. Donc grosse équipe alignée, mentalité plutôt prudente. On va essayer de s'appuyer là-dessus. En général, à l'extérieur, ça fonctionne très très bien avec ces joueurs-là. Et puis voilà, je sais que la Fiorentina, peu à peu, avec ces petites années-là, depuis lesquelles la carrière a démarré, a construit petit à petit avec des mercatos euh, son effectif là qu'on a vu apparaître avec Brésilien par-ci, Portugais par-là, une base italienne, une équipe assez cohérente. Et voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe bien. Je refais tourner mes latéraux, hein, bien sûr. Alternance entre les deux couples de latéraux. J'espère juste qu'on ne va pas créer du mécontentement à un moment donné. Première mi-temps assez terne, on n'a pas été offensivement très productif. On était même un petit peu dominé, pour être franc. Les latéraux, d'ailleurs, tiens, ont bien joué. Et c'est une vraie joie pour moi. Allez, on va arriver au moment décisif, le moment des changements. On a tenu jusque-là. Et bien, désormais, entrée de Redondo, changement des latéraux. On fait rentrer Missori et Borza, deux pièces maîtresses. Et puis ensuite, on fait rentrer Luca D'Andrea, très très bon joueur. C'est notre troisième ailier en quelque sorte, hein. J'ai trois ailiers pour deux postes et on fait tourner un petit peu, sachant que Prestian, il peut jouer des deux côtés. Regardez, la récompense va être immédiate, puisque quelques minutes plus tard, Borza pour D'Andrea, bah tiens, deux entrants qui viennent ici signer une action décisive pour prendre l'avantage sur le terrain de la Fiorentina. On est à Artemio Franchi, hein, me semble-t-il, non? J'hésite. J'ai un doute, peut-être que je confonds avec Genoa et la Samp. En tout cas, peu importe, c'est Verbancic ici qui vient doubler la mise quelques minutes plus tard. Et donc en 3 minutes, on a mis 2 buts. Et ça va être bien bien difficile à présent pour la Fiorentina de nous reprendre. Parce que défensivement aussi, on tient quand même relativement bien la route. Et donc, voilà, victoire à l'extérieur. Celle-là, elle lance la saison en Coupe d'Europe. Cette victoire du côté de Florence. On a été bon, on a été solide, défense bien notée. Ça veut dire qu'on a fait le boulot. Je commençais à avoir un peu des doutes sur la qualité de ma défense. Parce que je trouve que Circa, Timaturo ne progresse pas, en fait. Ça m'inquiète un peu. Et je me demande si, bon, collectivement, on peut rattraper l'aspect individuel, mais je me demande si quand même j'ai pas un déficit de qualité en défense centrale notamment. Bon, ça restera à voir. On a ici le planning du mois d'octobre à venir. Ouais, je vous parlais de Circati qui progresse pas. Moi, je trouve que c'est assez monstrueux. Je me suis intéressé un petit peu à sa progression à l'entraînement et je trouve que ça décolle pas alors qu'on nous l'avait annoncé comme très fort potentiel. À la limite, Semedo, je suis plus mesuré parce que déjà, il donne le maximum de ce qu'il peut donner, je pense, à ce stade-là. Et il a moins de marge de progression que Circati. Donc, bon, à voir. Bon, l'évaluation par les dirigeants et les supporters est toujours très bonne. Petite évolution, là encore, on a un joueur très influent de plus qui est arrivé. Il y en a 5 désormais, et non plus 4 par rapport au mois précédent. Et on doit enchaîner maintenant avec un déplacement du côté de Napoli. Donc, ah là, c'est pas pareil déjà. Hein, l'enchaînement là de ces derniers matchs, il est plus difficile. Et puis en plus, après la trêve internationale là, qui va suivre, on recevra la Lazio. Donc c'est quand même un autre calibre que, que notre enchaînement de départ, là, où ça avait été quand même des équipes un petit peu moins fortes. On va, là encore, aligner l'équipe la plus forte possible hein, du côté de Napoli, en espérant surfer sur la vague de nos dernières victoires. Eux, en plus, ont été battus 2 fois sur les 2 derniers matchs. Donc c'est plutôt un momentum, on va dire, qui est favorable pour nous. Et voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on va regarder. En plus, ça commence à être déjà important au niveau du classement, d'arriver à se positionner, aussi d'un peu de les écarter de la course au titre, en leur mettant presque une dizaine de points d'écart, ça peut être pas mal. Première mi-temps aura été là encore assez calme. Avant,
cette action où Prestiani pour Redondo qui trouve Etcheverry en pleine course. Etcheverry, c'est un joueur de petite taille et qui est assez feu follet, je dirais, hein, dans sa dans son déplacement et dans son comportement. Des fois, avant le match, il me dit que il a peur du milieu défensif qui est en face, il a peur de se faire bouffer physiquement, c'est amusant. Vous l'avez sûrement eu aussi, ce message-là. Le gars est angoissé, en fait. C'est un joueur de petite taille, mais après, voilà, il faut jouer sur ses qualités. Et donc, c'est amusant. J'avais jamais vu ça, par contre. Le gars qui a peur avant le match, je trouve ça étrange. Mais bon, pourquoi pas. Et voilà, vous voyez, leur 3-4 de 1 là, fonctionne pas. Hein. Fonctionne pas. En plus, ils n'arrivent pas à avoir de supériorité numérique au milieu de terrain à l'aide de cette stratégie. Au contraire, nous, on arrive à quand même bien exister. Puis là, tiens, pour une fois, je vais œuvrer différemment, je dirais, au moment des changements, puisqu'on mène. Donc, je peux me permettre de faire rentrer un joueur récupérateur supplémentaire en la personne du Croate Juric. Donc on a Faticanti, Juric, Redondo. Alors là, je peux vous dire que c'est assez difficile à déstabiliser ce milieu-là. Et puis après, on a fait rentrer D'Andrea, notre remplaçant ailier droit. Et puis je décale Prestiani sur la gauche. Les arrières latéraux ne bougent pas. On a changé plus au milieu de terrain hein, sur ce match-là. Ça me paraît assez essentiel vu l'opposition. Et donc, on va dérouler assez tranquillement vers la fin de ce match, vers les 85e, 86e. Et on a de la chance parce que nos buts ne sont pas refusés. Eux, ils en ont eu 2 refusés, c'est horrible. Ouverture de Faticanti pour Prestiani, qui a pris comme ça le backdoor, si j'ose dire, dans le dos de l'arrière droit, ou en tout cas du défenseur droit de Napoli. Et qui en plus ensuite aligne une magnifique reprise de volée. 2-0, victoire à Naples. Celle-là, elle est propre. Là encore, donc on est sur une belle période. Là, il y a bel enchaînement. Encore une fois, belle prestation de notre gardien. Honnêtement, qui se souvient, c'est terrible. Hein. Je suis plutôt loyal comme type, en général, dans la vie. Mais alors là, dans le jeu, je ne l'ai pas été avec Naumov. Même si on peut dire que on lui a offert l'opportunité de gagner plus d'argent. Je crois qu'il gagne 600 000 par mois maintenant en Angleterre. Mais qui se souvient encore qu'on avait changé de gardien, parce que Caprile, il est déjà adapté en fait. Il est super fort. Donc voilà, grosse satisfaction. Toujours la Roma au fond du classement, la pauvre, de Serie A. Cette Roma, on va la retrouver dans 5 matchs, après avoir joué la Lazio, le PSG, le Milan et la Juve, excusez du peu. Donc il y a vraiment une série ici difficile. Et on va l'aborder match par match, comme dirait l'autre. Alors c'est dommage, hein, Nedeljkovic est un petit peu blessé. Ça va nous priver d'une rotation satisfaisante au poste d'arrière droit. Allez, première étape de ce marathon, la Lazio qu'on reçoit donc. Alors, sur ce match-là, je fais un petit truc différent de d'habitude. Je mets Circati en arrière droit. C'est aussi un petit peu pour donner du temps de jeu à Vuskovic. Donc voilà, peut-être ne pas le mécontenter trop, celui-là. Et puis en plus, Circati a une relative polyvalence. En vérité, son poste idéal, c'est central droit dans une défense à 3. Oui, mais voilà, nous, on n'est pas sur ce genre de truc. Défense à 3, c'est pas vraiment l'option que j'ai choisie. Et dans ce match-là, écoutez, les choses vont se décanter. Regardez, ici, première mi-temps qui se passe relativement sans encombre, sans grand-chose non plus. Donc ça va se décanter en deuxième période. Et on voit qu'on a dominé tout de même la première mi-temps, voilà, dans notre style de jeu avec une relative prudence parfois. Et là, aujourd'hui, on est en mentalité équilibrée parce qu'on reçoit une équipe tout de même un petit peu accessible. Et je vais faire quelques changements à l'heure de jeu, un petit peu avant même, pour assurer la condition physique de mes gars. Parce que, mine de rien, avec cet enchaînement à venir, il faut qu'on fasse pas mal tourner, même si
c'est toujours piégeux de faire tourner. Ouais, c'est toujours la même histoire, hein. Est-ce que on crève nos titulaires ou est-ce qu'on fait un petit peu tourner? Ici, on va avoir la chance sur cette action de Prestiani, Verbanjic qui remet à Redondo qui marque d'un tir croisé dans le petit filet opposé. Bon, bah, c'est un petit peu une aubaine, hein, ce but-là de Redondo. Ça nous permet de faire un petit peu tourner et, euh, et d'essayer de défendre là notre maigre avance. Hein, c'était un match compliqué. La Lazio est jamais réellement facile à jouer, hein, dans cette partie. À chaque fois, c'est serré. On a toujours plus ou moins galéré face à cette équipe qui joue un 4-2-3-1 et qui nous oppose finalement sensiblement la même chose que ce qu'on leur propose. Donc voilà, c'est très serré. Redondo, évidemment, homme du match. En charnière, bah, c'est pas trop mal, hein. Ça a tenu le coup, hein. Valenti Vuskovic, ça tient le coup. Schiavul, il rentre de temps en temps, mais j'essaie de faire jouer le défenseur central croate là, qu'on a récupéré à l'été. Il faut arriver à faire tourner, il y a 5 hommes pour 2 postes. Donc il faut essayer d'arriver à contenter tout le monde, mais en tout premier lieu les titulaires. Vous voyez, ici arrive le match probablement le plus prestigieux de ce début de saison. La réception du Paris Saint-Germain. Alors attention, hein, Kylian Mbappé est encore au PSG dans la partie. Il n'est pas parti au Real, il a plutôt re-signé. Et bah ici, j'aligne vraiment la meilleure équipe possible parce que je me dis que tout de même, il y a du danger un petit peu partout en face et des joueurs qui sont à fort pédigré. Et on espère s'en sortir. Allez, j'ai envie de dire, si on prend le match nul, même à domicile, c'est déjà pas si mal. Il y aura la réception, le voyage pardon, à Barcelone en plus 15 jours plus tard. Donc pour rester placé dans cette Ligue des Champions, il faut au minimum ne pas perdre ici à domicile. Donc on va voilà, très simplement observer ce qui s'y passe. Donc la possession est plutôt en notre faveur en début de match. Ensuite, ça tend à s'équilibrer. Et vous avez comme ça ce but très très rapidement, signé Redondo sur un corner très très bien tiré par toujours l'artiste Verbančić. Et ce 1-0 qui fait vraiment beaucoup de bien, qui nous permet déjà de voir les choses avec plus de calme. 1-0, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et puis il va y avoir malheureusement un fait de match qui va intervenir assez rapidement ici. C'est la blessure, sortie sur blessure de notre ailier gauche, Delemonaké. Alors ça, c'est vraiment pas une bonne affaire parce que s'il y a bien une zone sur laquelle j'ai un petit peu moins de profondeur, c'est l'aile. Et donc avec Prestiani qui peut jouer droite ou gauche, D'Andrea par contre qui rentrera là et qui joue par contre lui plutôt ailier droit, mais il est meilleur en meneur de jeu avancé situé sur le poste d'ailier droit. Donc on essaie de respecter ça. Et puis bon après en dernière instance, Etcheverry pourrait jouer ailier s'il le fallait. En tout cas, pareil, meneur de jeu excentré. Et ici, on va avoir cette super combinaison Borza, Prestiani pour la tête, signé Semedo, le buteur portugais qui vient ici nous délivrer un petit peu avant la mi-temps pour le 2-0, qu'on espère déjà être une vraie option sur ce match. Donc, me retrouver à 2-0 à la mi-temps, c'est quand même une bonne opération. Alors, que va proposer le PSG en deuxième période? On voit que sur les expected goals, on est à 1,02 contre 0,47, donc ça paraît plutôt mérité ce qui se passe là. Je vais être obligé de faire sortir quelques joueurs. Voilà, on va sortir quelques éléments, notamment Semedo, Prestiani, Etcheverry pour un petit peu apporter du sang frais. Et puis en attaque, il ne se passera plus vraiment grand chose, mais par contre on a la satisfaction ici de conserver ce résultat en deuxième période. Voilà, très bien, on a terminé, vous le voyez, en espèce
de schéma assez défensif, 4, mais presque un 4-5-1 en vérité, à la toute fin avec Di Chiara sur le côté du milieu gauche. Voilà. Donc, très temporairement et avant les matchs du lendemain, on occupe la deuxième position de cette course à la qualification. Delemonac qui est absent 2 à 3 semaines, bah, c'est encore pas une bonne affaire, hein, parce que bah, ça nous coûte quand même pas mal. Donc voilà les résultats du lendemain. On voit que globalement on reste plutôt bien placé, 7 points en 3 matchs, ça va, il y a pire. Il y a pire. Le PSG du coup n'est qu'à 3 points en 3 matchs, mais bon, nul doute qui vont se relever, il n'y aura pas de problème, je ne m'inquiète pas pour eux. C'est comme tout un tas d'autres équipes qui démarrent pas très très bien. Et nous plutôt sur quoi on va se concentrer, c'est cet enchaînement avec des placements du côté du Milan AC. Alors à San Siro, moi j'en mène pas large parce que cette équipe est vraiment très forte à domicile. Et puis elle a comme ça un schéma tactique aussi assez dangereux parce qu'il ressemble beaucoup au nôtre. Et donc on peut pas dire qu'on domine de par le positionnement, je veux dire, sur le terrain. Donc c'est plutôt après sur des différences individuelles que ça va se passer. Et à ce niveau-là, ils sont redoutables, hein, les Milanais. J'aligne là encore une très forte équipe, obligée, hein, parce que ici, il n'y a vraiment pas la place pour tourner d'une quelconque façon. Attention au triangle d'attaque, hein, il est vraiment terrible. Seule chose que je fais, c'est introduire Faticanti et surtout Martinelli, qui vont démarrer ce match. Martinelli, parce qu'en vérité, ces 2 étoiles, mais avec très fort potentiel, me disent que, un peu par expérience de football manager, c'est un type qu'on peut lancer comme ça sur des matchs. Il a déjà la possibilité d'être très très fort, et puis on va avoir une certaine réussite dans ce match-là, à savoir un très très grand match précisément de Martinelli, le jeune gardien. Alors ils ont tous les deux un statut de remplaçant, mes gardiens, puisqu'ils n'ont pas voulu négocier davantage. Donc moi ça m'arrange beaucoup. Maintenant, bon, bah, c'est quand même pas Martinelli le titulaire a priori, hein, a priori en tout cas, mais Caprile retrouvera sa place très vite. Néanmoins, gros match encore de Martinelli. Alors, après, le reste de l'équipe par contre plonge, hein. J'avais déjà fait revenir un peu Nedeljkovic sur ce match, en le faisant rentrer comme ça, ouais, un petit peu après l'heure de jeu, alors qu'il est encore blessé, mais j'ai vraiment besoin de 109. Et il faut miser vraiment sur la fraîcheur. J'ai remarqué que le jeu, quand il joue contre nous, a tendance souvent à épuiser ses meilleurs joueurs. Alors bon, bah justement, on va essayer de jouer sur la fraîcheur et maintenir, voilà, ce 0-0. Quand on peut pas gagner un match, hein, il faut surtout essayer de ne pas le perdre. J'avais pu aussi ici faire tourner derrière avec Valenti, avec Vuksovic. Donc ben, pas mal. Le 0-0 ici est un super résultat. Pendant ce temps-là, qu'ont fait les autres équipes, ben, la Fiorentina la veille avait un peu piétiné, donc c'était plutôt une bonne affaire pour nous. Et la Roma par contre va mieux, regardez. Ils battent Verona, hélas Verona, donc bah, déjà une meilleure passe peut-être pour la AS Roma. On va enchaîner quelques jours plus tard avec la défaite de la Fiorentina à Bologne. Donc ça c'est une vraie opportunité pour nous de peut-être essayer de prendre un petit peu d'avance dans ce calcio. Sur cette réception de la Juve, et je suis obligé de faire jouer Prestiani, un peu blessé. Bon, c'est léger, mais encore une fois, c'est toujours des petites blessures. Il ne faudrait pas que ça en occasionne une plus grosse, mais je suis vraiment sur la corde raide en termes d'effectifs. Après, c'était un peu un choix. J'avais pas envie de... j'aurais pu obtenir un ailier supplémentaire, voire même un très bon ailier supplémentaire. Mais je voulais qu'il y ait beaucoup de temps de jeu pour ceux qui sont là. Déjà,
d'Andrea sur l'aile droite est notre super sub en quelque sorte, même s'il a pas mal de titularisation aussi. Et puis sinon, je voulais vraiment que Prestiani d'un côté et Delemonaké de l'autre, et des minutes de jeu qui correspondent vraiment à un titulaire. Ici, un peu avant la vingtaine de minutes de jeu, c'est Redondo sur une passe en retrait d'Etcheverry qui va comme ça trouver le petit filet à droite dans le but de la Juve pour le 1-0. On va ensuite, semble-t-il, contenir les assauts de la vieille dame. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont créé très peu d'occasions. Ils n'ont pas beaucoup la balle. On est plutôt en possession. Défensivement, on semble bien en place dans cette première mi-temps. Donc il faut continuer un petit peu sur le même mode. En attaque, ils font quelques changements, parce que apparemment Vlahovic et d'autres ne trouvent pas l'ouverture. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là encore, un petit peu après l'heure de jeu, faire les traditionnels changements. Donc bien penser à introduire de temps en temps Partipilo et Tutino. Ils sont très importants. De la même manière, le petit Sa a un rôle à jouer. Puis après, dès qu'on peut donner un peu de fraîcheur, voilà, sur les postes latéraux défensifs, Schiavulli, Borza, qui ici termineront le match. Et que Borza avait démarré, mais voilà, donc la petite entrée de Thiago Schiavulli, l'Argentin, le binational argentino-italien. Et on aura un petit peu après la marque qui va être doublée sur cette pénétration de Semedo par Tipilo, qui arrive ici à conclure très bien le Portugais, qui fait marquer son vétéran italien positionné, peut occuper tous les postes de l'attaque par Tipilo. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est comme Tutino. Ils sont tous les deux assez polyvalents. C'est aussi pour ça que je les conserve. Donc on aura eu ici but de Redondo par Tipilo en fin de match pour le 2-0 contre la Juve, qui nous positionne bien au niveau du classement. On va le voir ici. Allez, on va avoir maintenant 5 points d'avance sur la Fiorentina, qui est toujours deuxième. Donc très très belle opération en ce week-end de fin octobre pour nous. Je vais mettre des mecs au repos par contre là. Maturo, Circati, Etcheverry, Prestiani, Semedo. Bon, Delemonaké, c'est pas pareil, il revient de blessure, mais il n'a pas pour longtemps encore. Et là aussi, exceptionnellement, on va reposer Vermancic pour le prochain match qui va nous emmener du côté de la Roma. Je mise sur le fait que quand même, elle a beau reprendre un peu du poil de la bête, elle n'est pas sur une bonne période, c'est une mauvaise saison pour la Roma. Tiens, au passage, système de formation de City, considéré comme le meilleur du monde. Ça me fait marrer avec Chelsea 4e, il y a comme ça Everton 7e. Bon, on a compris que ce classement est un petit peu foireux. Il s'agit presque plus de post-formation que de formation. Pourquoi pas? Après, financièrement, vous avez vu, c'est exceptionnel ce qu'on gagne à ce stade-là, parce qu'on a des salaires qui sont quand même encore assez raisonnables, et on a des rentrées financières de Ligue des Champions. Donc forcément, on crée des réserves dans la caisse. Donc j'espère que ça durera. Après le mois de novembre qui s'annonce, il y a encore 3 matchs difficiles, puisqu'ils sont enchaînés avec 4 assez rapprochés. Il y aura une période avec 7 matchs très rapprochés. Et puis après, bon, au niveau des évaluations, tout va bien. On est assez serein. On est très bien évalué. Il n'y a pas le feu. Mais ce qui compte le plus, c'est le soutien des joueurs. On voit qu'on est en atmosphère excellente et en soutien excellent. Allez, visite du côté du stade olympique. On rend visite à la Roma. Et là, je vais faire tourner comme je l'ai annoncé. Donc ça veut dire qu'on met Remorini en pointe, Sa, Tutino et D'Andrea en soutien. Et puis derrière, on va carrément titulariser Esteves, Faticanti, avec quand même toujours des arrières latéraux très très forts, et puis toujours cette doublette Vukcevic avec Lautaro Valenti, que j'aime bien aligner
dès qu'on veut reposer un peu Maturo. Et on redonne sa chance puisqu'il avait été très très fort à Martinelli dans les cages. Donc opportunité ici de peut-être... bon, encore une fois, match nul m'irait très très bien. Hein. Si on va prendre le 0-0 là-bas, moi, ça me va, ça fait un clean sheet. Et je prends tous les jours. On va voir un petit peu de quelle manière ça se passe. Pas dire qu'il y a une réelle pression insoutenable de la Roma, mais elle est quand même en possession majoritaire du ballon. Et après, là, sur cette action, un peu après la vingtaine de minutes, hop là, petit cafouillage sur la pénétration de Bartesaghi. Et c'est D'Andrea qui remet, pour ainsi dire, dans le but vide pour un but qui compte vraiment, vraiment. Ce but va nous permettre d'atteindre la mi-temps avec une petite avance. Voilà, on peut pas dire qu'on ait réellement brillé dans le jeu, ça n'a pas été florissant. C'était même un peu moche, faut quand même l'avouer. Mais on mène 1-0. Et en deuxième mi-temps, bah, ça va être un petit peu similaire, avec quand même un petit fait de jeu, là encore. Décidément, on n'est pas épargné. Il va y avoir... bon, après la petite période de remplacement, on va faire tourner quand même à nouveau ici, là. Donc on va de nouveau se casser la tête. C'est pour ça que vous voyez éviter à des moments. Di Chiara sur le milieu gauche. Tutino qui termine en position d'attaquant à droite. Fait rentrer Marconi. Celui-là, je ne vous l'avais pas encore montré. C'est un petit espoir derrière Remorini. Donc on a en plus de la matière hein, au niveau des jeunes. C'est assez sympa. Mais ce qui va se passer, un petit peu regrettable juste après. Donc vous voyez, je termine ce match a priori comme ça. L'analyse, hein, l'assistant d'analyse de la tactique nous dit que c'est pas génial, mais je sais que ça reste tout de même assez équilibré et puis ça peut permettre de s'en sortir, de terminer les choses comme ça. De toute façon, on va pas non plus mettre les joueurs pas à leur poste. Je n'aime pas trop ça, je vous l'avoue. Ouais, donc à 10 minutes de la fin, ben, c'est le jeune Sa qui se blesse. On va donc terminer à 10. Espérons ne pas prendre l'égalisation sur terrible séquence ici de la Roma. Et on va résister, toujours grâce à un très grand Martinelli. On va résister en cette fin de match et sauver l'essentiel, à savoir cette victoire. Alors encore une fois, elle est pas belle, mais elle vaut 3 points. Et ça nous permet de rester bien en tête de la Serie A, parce que la Fiorentina avait gagné en match légèrement avancé en cette même journée. Alors c'est très serré hein, entre la 3e et la 8e place à peu près. C'est très serré. Vous voyez, malheureusement, la mauvaise nouvelle du jour, c'est la blessure de Gustavo Sa pour 6 à 7 semaines. C'est une blessure qui est quand même assez grave, puisqu'elle va nous emmener au minimum à la mi-décembre. Alors d'accord, c'est un joueur qui sort du banc, mais tout de même un petit peu embarrassant. Et on arrive au deuxième match le plus important de ce début de saison, en tout cas le deuxième plus prestigieux, ou peut-être le plus prestigieux même, le déplacement au Nou Camp. C'est pour ça que j'avais fait tourner juste avant, hein, vous l'avez vu. Hein. Donc là, on aligne tout ce qu'on peut, et je mets même très exceptionnellement Verbancic en poste de soutien de l'attaquant, Etcheverry décalé sur l'aile droite, Prestiani à gauche, et puis on va voir si on arrivera à faire face à cette équipe de Barcelone très belle sur le papier. J'ai titularisé Juric en position de milieu défensif, le vétéran croate que Verbancic aime bien d'ailleurs, hein, donc c'est pour ça que je le garde. On essaie de bien soigner le moral des stars ou des joueurs essentiels, on va dire, stars en devenir. Et au cours de cette première mi-temps, ça va démarrer très fort ici, regardez. Action de Etcheverry, justement, bien positionné. Gros flottement défensif du côté de Barcelone. Et qui en profite, évidemment, notre renard des surfaces préféré, Vivaldo Semedo, qui ouvre donc la marque ici. Essentiel pour nous de mettre ce but d'entrée. Alors là encore, c'est pareil. Un match nul me va tous les jours. Si on se fait égaliser, ben, c'est pas grave. Mais bon, déjà, au moins, avec ce but, on respire un peu et on s'offre une petite marge.
Je pense que Caprile, comme d'habitude, fait un bon match. Donc sur Caprile ou Martinelli, on est dans une période où nos gardiens nous gâtent. Et on se retrouve à mener 1-0 à la mi-temps. Alors, on a juste envie que ça continue comme ça. Ils ont déjà fait un changement en défense du côté du Barça. Et là, malheureusement, on va prendre l'égalisation. C'est un ballon qui est mal ressorti ici par Verbancic. On s'entend pas bien entre Etcheverry et Verbancic. On ressort mal la balle, on perd de balle à 30 mètres. Bam, c'est sanctionné par Gavi après une belle passe en profondeur. Ok. Mais ce qui est formidable, c'est que dans la foulée, pour ainsi dire, sur l'action d'après, ici, ballon récupéré par l'ailier Prestiani. Et c'est Semedo qui se rappelle à notre bon souvenir en tant que magnifique joueur de tête. Le doublé de Semedo ici au Nou Camp pour prendre le score 2-1. On a réagi tout de suite après l'égalisation du Barça. Et donc, ça sent bon. Après, vous vous rendez compte, là, si vous observez que Semedo, il est au bout de sa vie. En fait, il a subi un tacle un peu, comment dirais-je, litigieux. Dans ce match-là, il est un petit peu menacé au niveau de sa santé. Donc, on va le sortir. On va faire rentrer le jeune Remorini. Et après, on va permuter en défense les rôles. Là, voilà, Missori est rentré. Barthézaghi est rentré parce que je veux absolument bloquer les ailes en fait. Ça me paraît essentiel de bloquer les ailes avec Barcelone. Et puis au milieu de terrain, il faut aussi essayer de bétonner. C'est pour ça qu'on va redescendre Verbancic d'un cran. Redondo, Faticanti, en gros, je termine avec mon milieu, avec les 3 meilleurs milieux de terrain centraux que j'ai pour essayer de conserver ce résultat. Allez, on va les encourager à conserver le résultat. Ça nous suffirait. Ici, il reste 20 minutes. Allez, entrée de D'Andrea. On ne sait jamais, il peut nous planter une banderille lui aussi. Il est très très fort, Luca D'Andrea. Et surtout dans ce rôle de super remplaçant là sur l'aile. Bref, voilà, ça terminera ainsi. Au niveau des expected goals, c'était assez serré, mais on gagne 2-1. Ouais, c'est vraiment 2 exploits encore une fois. Enfin, surtout le deuxième but, hein. Exploit de Semedo, qui va de son doublé et qui nous offre une victoire à Barcelone, s'il vous plaît. Donc, que vous dire, si ce n'est que on se réjouit déjà, on se frotte les mains. C'est encore de l'argent gagné, c'est presque 3 millions à chaque fois, hein, à chaque victoire en Ligue des Champions. Après, c'est aussi un classement qui devient de plus en plus intéressant en vue de la suite. Et puis Semedo, hein, voilà, que dire, ce joueur nous ravit. Il fait encore une super saison. C'est la 3e d'affilée, hein, qui nous fait avec vraiment un niveau de jeu hallucinant et une efficacité surtout, hein, qui est assez phénoménale. À tel point qu'après avoir repoussé les prétendants en janvier de l'année 2025, là, hein, dans laquelle on est, en lui offrant un beau contrat, en tenant une belle promesse de participer à la Ligue des Champions en l'occurrence, je commence à avoir vraiment peur de le perdre, hein, en fait, parce que si le Real Madrid arrive avec une grosse offre, hein, on pourra pas s'opposer. On va en rester là. Je commencerai le prochain épisode avec la réception de l'Inter de Milan. Après, il y aura une petite pause, ouf, mais pause avec équipe nationale, hein, égale parfois blessure aussi, hein, c'est assez embarrassant. On verra de quelle manière on arrive à s'en sortir dans toutes ces compétitions, mais je suis assez confiant parce qu'on est très très bien parti, une bonne dynamique. Et puis après, ce qu'il va falloir voir évidemment, c'est qui va garder le moral, qui va progresser, et puis aussi qui va vouloir une augmentation de contrat, parce que je sens venir le moment où il va falloir que j'augmente le salaire de 12 à 15 joueurs. Et là, ça va commencer à piquer, même si, je vous l'ai montré il y a quelques minutes, financièrement, on est super bien pour le moment. Donc j'attends de voir si à un moment donné, cette partie peut exploser complètement et devenir ingérable, ou si, et avec une reconstruction et des choses comme ça, ou si finalement on va s'en sortir avec juste des augmentations de contrats et maintenir un petit peu tout le monde satisfait aux joueurs sortis du banc prêts.
Voilà. Je vous dis à plus. Bye bye. À la prochaine sur FM. Bye bye.